Ouais, bon, franchement, ouais, c'est une première, hein, les gars. Hein, donc, on va essayer de faire ça et bien. Yeah. Ça fait quoi? Ça fait, je crois, on est quoi, en 2020? On a commencé quand? C'était 2008, je crois. Les premiers prémices, tu vois, genre, c'était quoi? C'était Facebook, sur NBA Haters avec les Facebook groupes et tout ça. Ensuite, on est passé à BBM. Repose en paix. Repose en paix, BBM. Repose en paix, BBM, parce que, enfin, ouais, on va dire que c'est un téléphone qui m'a beaucoup aidé lors de ma vie précédente, où tu n'avais pas besoin d'échanger de numéro de téléphone pour avoir le contact. On sait. Tout le monde est en mode, on va pas parler de ça. Ouais, donc en fait, c'est aussi l'introduction, tu vois, des haters, parce qu'on s'est dit, bon, on va parler, on va charrier beaucoup de personnes, surtout les gens des Lakers pendant beaucoup de saisons, et les gens des Sixers aussi. On en a vu, ouais. Il y a eu des saisons. On a eu des saisons, des mauvaises saisons. Et surtout, en parlant des Lakers, cette semaine, c'était Kobe Day. Je trouve que c'est quand même important, tu vois, de parler de ça en intro, parce que dans l'histoire de notre groupe, c'est la première fois où on a eu un titre de groupe qui reste aussi longtemps. Et qui est pas touché. Tu vois, parce que normalement, on parle toujours en mode sneakers addict, Marco, whatever. N'importe quel sujet, tu vois. Et au final, on a gardé le 224 pour Gigi et Kobe Bryant, tu vois, et les autres qui sont morts dans l'accident et tout. Et je pense que, tu vois, genre, j'aimerais bien avoir, tu vois, un petit peu les réflexions de tout le monde par rapport à Kobe, tu vois. Genre, voilà, c'est Kobe, donc John, tu es sur ma gauche, donc vas-y, commence à parler. Je vais essayer de faire ça quick, but I mean, on est dans le chat, vous me connaissez, vous savez, mais Kobe pour moi, it was everything. I mean, c'est Kobe qui m'a donné cette passion pour le basket et au-delà de, tu sais, c'était vraiment sa mentalité, son approche du jeu. Moi, je me rappelle encore quand il a eu ses déboires dans le Colorado et que c'est people turn on him, puis que moi j'étais comme yo, that's my guy, mais moi je le voyais jouer là every night, et même au travers de tout ça, tu vois, persévérer et avoir cette mentalité, cette éthique de travail. Après, d'un côté plus personnel, bon, vous le savez, je suis papa d'une petite fille, tu vois, donc pareil de le voir. C'est pas transitionné parce qu'il a été père bien entendu avant moi, mais de voir justement comment aussi il était avec ses filles et enfin voilà quoi. Kobe, c'était it's everything. Moi, le truc qui m'a, et je vais finir sur ça, c'est ce qui a été particulier, c'est de vraiment avoir l'impression d'avoir vu toute sa vie, quoi, tu vois. Quand c'est toute sa vie. Je me rappelle j'ai vu tellement de matchs, tous les highlights, tous les trucs, des documentaires, des interviews, tout, from beginning to the end. Et voilà, ouais, pour moi, c'est ça, Kobe, man. Shout out to him, though. Yeah. C'est clair. Bon, et toi, Tata, vas-y. Nouvel arrivant aux Lakers. Calonne, j'attends. Écoute, moi, Kobe, bon, un peu comme nous tous, hein, on a vu sa carrière de A à Z. C'est un des rares joueurs qu'on a pu suivre vraiment le début, puisque Jordan, on l'a pris sur la fin. J'ai jamais été un très grand fan, personnellement, mais mine de rien, j'ai toujours eu du respect pour le joueur parce que le mec était extraordinaire, et je l'ai beaucoup plus apprécié sur ces dernières années, peut-être parce que j'avais l'honnêteté de reconnaître que le mec était monstrueux, et aussi, comme a dit Donry, son côté hors du terrain en fait qu'on a beaucoup plus découvert avec les réseaux sociaux qui explosaient, la vie des mecs beaucoup plus exposée qu'avant. Et papa d'une petite fille aussi, ça touche encore plus, surtout quand on découvre encore plus tout ce qu'il faisait depuis qu'il est plus là. Donc franchement, jamais été un très grand fan, mais respect énorme pour le joueur, pour l'homme aussi, malgré les déboires qu'il a pu avoir. Et j'ai toujours adoré m'opposer aux fans de Kobe. Étant fan de LeBron, j'ai toujours adoré ça, donc forcément il y a toujours eu cette petite cet amour vache, on va dire, cet amour vache que pour lui, mais beaucoup de respect, et voilà.
Ok. Et toi, Azaf? Vas-y, donne-nous un petit truc sur Kobe, là, en Moi, tant que déjà, Boston resident. je vois pas du tout de quel déboire on parle déjà. Oh. Il n'y avait pas de déboire. Oh, wow. Mais non, mais Kobe, en fait, le truc, c'est que c'est un peu le basketteur avec qui on a grandi dans notre génération, parce que bon, Michael Jordan, on était un peu jeune pour pouvoir le regarder en live. Enfin, moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai regardé Michael Jordan en live. J'ai dû voir quelques matchs peut-être en rediff quand j'étais petit, mais voilà, pas en live. Kobe, par contre, c'était vraiment le joueur qu'on a vu évoluer de son premier match jusqu'à son dernier. Et puis, c'est un joueur qui a été constant toute sa carrière, en termes de résultats, en termes de leadership dans son équipe. Et puis surtout, Kobe, c'était aussi un jeu que j'appréciais regarder. Tu vois, il y avait les Iverson qui ont un jeu spectaculaire, il y avait T-Mac qui avait un jeu spectaculaire, Kobe qui a un jeu spectaculaire, et malheureusement, bon, je retrouve pas chez un gars comme LeBron, par exemple. Et pour moi, Kobe, c'est le seul joueur aujourd'hui avec qui on peut comparer avec Michael Jordan, quoi. À l'heure actuelle, voilà, c'est clair. Ah, en termes d'impact sur le jeu, définitivement, quoi. Ouais, c'est magique, quoi. Tu regardes Kobe, c'est du vrai basket. C'est du vrai basket. C'est clair. Bon, ben, Calonne, je te laisse avant de donner mon truc. Sinon, tu peux le faire en dernier parce que je sais que Non, après, il y a pas de problème. tu saignes jaune et peu importe. Donc, il y a tellement de trucs que je peux te dire au sujet de Kobe. Alors, je vais vous apprendre un truc, c'est que quand le gars est sorti, quand le gars était drafté, sa première année, je le détestais. Ouais. Tout coquille. Ah ouais. Tout coquille, ouais. Okay. Il se prend pour qui, machin, tu vois. Et bizarrement, mon frère ne va pas le reconnaître, mais c'était lui le fan de Kobe. Oh, waouh, ça va mettre dans le chat, ça. Ouais. Est-ce que c'est enregistré, là, tout ça? C'est enregistré. Voilà, c'est bon. À la base, c'était lui, tu vois. Et au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, en fait, le voyant grandir, etc. Enfin, tu peux pas t'en empêcher. Surtout quand t'es fan des Lakers et que tu vois ce qu'il a rapporté aux Lakers, tu peux pas t'en empêcher. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'ai eu l'occasion de voir les dernières années de Jordan, parce que mon père était un très grand fan de basket. Et je me souviens des spots publicitaires qui disaient I wanna be like Mike. Et c'est ce qu'on a reproché souvent à Kobe, c'est d'être comme Mike. Mais moi, ce que je dis tout le temps, tout le monde peut essayer d'imiter Mike, mais personne ne peut être aussi proche de Mike que Kobe. En fait, il y a personne qui l'a fait aussi bien que lui. Tu vois? Donc, c'est quelque chose d'essayer. Tu peux essayer d'être comme un joueur, mais de le faire aussi bien que Kobe l'a fait, personne n'a pu le faire. Donc, on a eu le I wanna be like Mike, et aujourd'hui, on a le Mamba mentality. Et ça, c'est une institution en soi, en fait. Le gars a inventé un style de jeu, une philosophie, qui est inégalée aujourd'hui au basket. Et un autre truc pour lequel je l'apprécie, en fait, c'est la fidélité. C'est rare aujourd'hui dans le basket. Et le gars, en fait, il a commencé aux Lakers, il a fini aux Lakers. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le fait. Tu vois, et pour moi, c'est une icône pareille, père d'une fille, etc., père de sa fille comme ça. Enfin, il y a plein de trucs chez Kobe qui me ramènent à moi et aux choses de la vie, qui fait que pour moi, c'était vraiment tragique cette histoire. Ouais. C'est clair. Je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit, excuse-moi, Johan, c'est ce qui est bien quand même, et je pense que vous vivez ça, c'est de voir aussi l'impact qu'il a sur les générations de gars qui sont encore là, qui sont là, tu vois. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment plus deep. C'est deep ce qu'il a fait. Il a vraiment un legacy. Je sais pas si, par exemple, Jordan, après, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression que Jordan, lui, par exemple, a eu des gars qui comme des disciples comme ça, qui dans le jeu ont continué à carry sa flamme. Ah, il y a Kobe, of course. D'abord, à part Kobe, tu vois. Tandis que Kobe, lui, tu vois des gars dans le jeu maintenant, you have tons of guys où ils sont, voilà, quoi, tu vois. Et autre chose que je voulais dire, après, je te donne la parole, Johan, c'est pour rebondir sur ce que Tatan a dit quand même par rapport à LeBron, parce que lui, c'est un fan de LeBron. Moi, le sentiment que lui, il a eu avec Kobe au départ versus LeBron, moi, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que je suis pas fan de LeBron et je peux pas me dire que je suis fan de LeBron. But you have to respect the guy. Tu dois respecter ce qu'il a fait pour le jeu, ce qu'il fait pour sa communauté, on and off the court. He's a role model et tu dois le respecter pour ça, quoi, tu vois. Donc c'est ça, voilà. Sorry. Non, c'est bien de partager ça parce que moi, je suis pas. En fait, quand je fais les comparaisons de joueurs, tu vois, je regarde jamais. Je regarde plus le style, tu vois. Genre Kobe, je le comparais jamais à LeBron, tu vois.
Parce que pour moi, il y a genre des gars, je vais les appeler genre les artistes, tu vois, et c'est genre Jordan, Kobe, t'as Stackhouse qui ressemble à ça, t'as Grant Hill qui ressemble à ça. C'est quand les joueurs ils jouent, ils font peut-être tous la même taille en fait au final, et la façon dont ils jouent, t'as l'impression que c'est des artistes en fait. Genre tu peux prendre une photo à n'importe quel moment, tu peux mettre ça en poster derrière, parce que les gars sont dans un style de jeu qui est assez fluide, tu vois, c'est ça, c'est une grâce, tu vois. Et donc la comparaison, tu vois, Jordan Kobe, c'est un peu Jordan Kobe. D'un autre côté, t'as LeBron qui est une force, tu vois, qui est une machine, qui est pour moi plus peut-être un disciple de Magic Johnson, en plus fort. Hein. En plus fort, il y a pas de truc en plus fort. Hein. Tu vois, mais genre, je le mets plus dans cette catégorie-là. Comme les gens, tu vois, genre dans le rap, on dit toujours Nas, Jay-Z, Tupac, blablabla, Biggie, tu vois. Alors que moi, je mets genre Nas et Tupac d'un côté, et je mets Biggie et Jay-Z dans l'autre côté. Parce que les gars, ils sont pas dans les mêmes sphères. Tu vois, ils sont pas dans les mêmes sphères, et mon histoire avec Kobe, ben, c'est comme vous, hein. Franchement, moi, j'aimais pas Kobe. Tu vois, je n'aimais pas Kobe. Mais j'aimais pas Kobe, mais j'ai acheté, quand il a fait la première saison, Decathlon avait une offre, genre, le maillot des Lakers, tu vois, tout en un, avec les Kobe, les shoes, Adidas, là, noir et blanche. Donc, j'ai acheté ça. J'aimais pas Kobe. Ok. Ensuite. Ok, mais explique-moi ça. Attends, non. Comment t'expliques ça, man? Parce que, il y avait la promo. Il y avait la promo. Le prix. L'argent. Je sais pas, tu vois, mais c'est juste un truc, je pense que, au début aussi, quand tu grandis, il y a plein de trucs que tu comprends pas. Il y a beaucoup de gens que tu détestes parce que tu comprends pas le travail et l'acharnement que ces gens-là ont pour leur skill, right? Donc, quand t'es un jeune joueur, t'es là, on t'apprend toujours à dire, il faut passer le ballon, il faut pas trop manger la nana. Mais en fait, regarde bien, tous les gars qu'on connaît et qui ont été à un niveau supérieur, c'était des bouffeurs de balles. D'accord? Ou des fêtards. Ou les deux, à la même. Nous, on s'est arrêté à fêtard seulement. On n'a pas été plus loin. Tu vois, et genre, donc t'as cette amour-haine, tu vois, et surtout t'as Jordan, parce que tu vois, genre, Zaf, nous, on est sur le même fuseau horaire, donc on pouvait voir des matchs de Jordan, tu vois, c'était pas genre à 3h du matin, c'était genre à 8h, même si on était jeunes, tu vois, tu sais, 8h du soir, tu vois, tu peux quand même regarder les trucs. Ouais, c'est clair. Et tu vois, et genre, je me suis rendu compte de ma espèce de vénération pour Kobe quand j'ai regardé le nombre de maillots que j'avais. Et, ok, genre, et Kobe, tu vois, je pense que c'est le maillot que j'ai le plus acheté. Et ensuite, le fait d'avoir vécu à Los Angeles, tu vois, genre, c'était quoi, 2007, 2008. Tu t'es pas pris un maillot de Ronny Turiaf pendant cette période, du coup? Non. Alors non, j'ai pas pris de maillot de Ronny Turiaf. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mais tu vois, et c'est toujours l'amour de Kobe, tu vois, et comme je disais, on parlait au début, tu vois, des sneakers, tu vois. Moi, je suis un gars très pragmatique et genre, la chaussure que je rachèterais, c'est les Kobe, Draft Edition, les Kobe 4, tu vois. C'est genre, c'est cette chaussure-là. Cette chaussure-là, c'est genre, je l'ai achetée, je me souviens, elle faisait quoi? C'était à $130, tu vois. Et genre, enfin, quand tu vis aux États-Unis, acheter des chaussures, c'est comme aller acheter des beaux kits, quoi. Tu vois, genre, t'as une espèce tu vas acheter la chaussure, tu vas chez Foot Locker, tu prends ta chaussure. Et genre, je l'achète, je la pose chez moi, la chaussure était posée, c'est la première fois que je pose une chaussure, genre sur la table comme ça. J'ouvre, je la mets sur la boîte comme ça, et je la regarde. Et je la touche pas. Tu vois, et c'est la première fois, et je suis en train de me dire, putain, vas-y, c'est que $130. C'est beaucoup, hein. Je vais pas mentir, c'est beaucoup, hein. Mais tu te dis, putain, vas-y, va chercher une autre paire, tu vois. Et je l'ai jamais fait. Et jusqu'à maintenant, cette paire-là, je l'ai achetée en 2009. Je me suis débarrassé de cette paire-là il y a peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, tu vois. C'est ma chaussure pour jouer au basket, c'était ça. Et depuis pour jouer au basket. Ah, je me souviens de cette paire-là, ouais. Tu vois? Je me rappelle, c'est ça, à Paris, là. Tu vois, elle l'a trouvé celle, là. Avec son maillot de Sprewell. Ouais, il y a Sprewell aussi, ouais. Sprewell, mais ça, c'est un autre thème, ça va être le thème des Knicks, ça. Ben ouais, donc, bon, mais les gars, super d'avoir partagé vos tu voulais dire un truc? Tatane, vas-y, mais parle, t'inquiète, vas-y. Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Un dernier truc sur Kobe, en fait, qui résume bien la relation que perso, je pense avoir avec lui. Je sais pas si vous vous souvenez d'une pub sur ces dernières années où
je crois que c'est sa dernière saison, où il joue tout seul et t'as des mecs dans le gradin qui se lèvent et commencent à chanter. Et en fait, le principe de la pub, c'est tous les haters, tous les mecs des autres équipes Yes. qui, en fait, on aime détester le mec. On aime ne pas l'aimer parce qu'il était fort, on aime ne pas l'aimer parce que c'est un mec des Lakers, on aime ne pas l'aimer juste parce qu'on veut pas qu'il gagne plus pour être encore plus incontournable en fait. Et pendant longtemps, perso, c'est un peu ce rapport-là que j'ai eu. À me dire que le mec, comme tu disais, Donry, le mec, on le respecte de ouf, mais comme c'est l'opposant entre guillemets dans l'histoire premier à mon gars, je veux pas qu'il aille plus loin parce que sinon ça va être encore plus dur pour mon gars de le dépasser. Déjà que ça va être dur. Et s'il continue de gagner, c'est la merde. Et ce mec-là, franchement, en vrai, en regardant la NBA depuis, j'ai 35 ans maintenant, je dois regarder depuis que j'ai 12 ans. Il y a 2 gars qui m'ont fait chialer en fait devant des matchs. LeBron en 2016 et Kobe sur son match à 60 points. Et où là tu te dis le truc il est extraordinaire. En fait, je pense qu'il y a aucun mec qui aime le basket qui a pas chialé ou qui s'est pas dit mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait. Et dernier truc, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais la façon dont il a disparu, en fait, je sais pas, c'est peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est Kobe, en fait. Le gars pouvait pas vieillir normalement. Je suis d'accord. Il pouvait pas vieillir normalement et finir à 90 piges dans la terrasse, en fait. C'est ça. Le gars, il devait partir d'une façon. Il est parti comme il va mettre une gifle à tout le monde et vous dire, les gars, vous m'oublierez jamais, en fait. C'est clair. Vous m'oublierez jamais. Il est parti comme il est venu. Même si c'est dramatique et tout, en plus, il y avait la petite et les autres personnes dans l'hélicoptère. Mais pour lui, perso, je trouve que c'est Kobe, en fait. Il pouvait pas faire un truc comme tout le monde, à vieillir, finir vieillard sous son Porsche, sur son rocking chair, quoi. Ça rajoute au mythe, quoi. Ouais, exactement. En fait, pour moi, à ce moment-là, il est légendaire, le mec. Il était déjà sportivement, mais là, il a atteint un stade tu vois que des meufs qui ont jamais regardé un match de basket, elles partagent la photo. C'est un truc de fou, ça. Mes parents qui connaissent pas le basket, à travers ce que moi je kiffe, ils te disent, t'as vu, il est mort, Kobe Bryant, machin. Je connais des gens qui ont pleuré, qui n'ont jamais vu un seul match de Kobe, mais qui étaient en pleurs. Pour ce qu'il représentait, etc. Tu vois, c'est. Moi, j'ai des gens qui m'envoyaient des condoléances par message, tu sais, comme si j'étais le membre de sa famille, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ça a dépassé toute la génération basket, en fait. C'est ça. Et puis ils savent la dévotion et au final l'admiration qu'on a pour ce joueur, donc quelque part, c'est vrai que j'ai eu de la peine pour Kobe quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu de la peine plus que parfois d'apprendre certaines choses de gens que je connais, limite, tu vois. Non, mais c'est à ce point-là. Moi, c'est à ce point-là. Moi aussi. C'est à ce point-là. Et on a aussi perdu, il y a aussi quelqu'un de la NBA qui est mort au début de l'année, c'est David Stern. Tu vois. David Stern. Ah, ok, on lui doit beaucoup, hein. Voilà, qui a changé la NBA. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, tu vois. Et juste pour finir sur ça, tu vois, on a parlé de Iverson, et ma fille qui parle derrière. On a parlé d'Iverson, tu vois, et il y a eu beaucoup de controverses à un moment sur le dress code. Et moi, ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, ils allaient pas lui, comment dire ça, make him pay the fee. Tu vois, c'était juste une règle comme ça. Et qu'Iverson a déjà décidé que il allait porter ses vêtements comme il voulait les porter, tu vois. Mais genre, dans l'approche de Stern, c'est genre, je dois protéger le produit. The integrity of the game. Ouais, c'est ça, il a bien fait, c'est ça, en fait. Et surtout, voilà. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends qu'un mec comme ça, qui a sorti la NBA de crack cocaine des années 80, avec un gars qui est drafté par Boston, et qui 2 jours après se retrouve Audi, tu vois. Mais oui, c'est ça. J'oublie son Mais nom. après, là où il a été réglo, c'est que quelque part, quand Jordan aussi a enfreint certaines règles de la NBA, Jordan aussi a été fine, alors que Jordan était quand même pas considéré comme un bad boy, mais considéré comme l'image de la NBA, etc. Ou la future image de la NBA, en tout cas, à ce moment-là.
Bien Donc sûr, je bien trouve sûr. que c'est quand même assez réglo de faire ça. Mais il y a aussi, moi, en fait, à l'époque, quand on voyait ça au loin, parce que moi, à cette époque-là, j'étais en baggy jeans et tout ce que tu veux aussi, tu vois. J'ai trouvé ça très dur à l'époque parce que je me disais, c'est notre identité, on s'habille comme ça, enfin, ça nous représente. Mais au fur et à mesure, parce que moi, entre-temps, j'ai grandi aussi. C'est ça. Au fur et à mesure, tu te rends compte, en fait, de ce qu'il a rapporté à ces joueurs-là. Parce que, aujourd'hui, un LeBron, quand il parle à tout le monde parce que aujourd'hui, il ressemble à tout le monde. Tu vois? Et il leur a donné ce pouvoir-là, en fait. Il leur a donné ce pouvoir-là d'être, comment dire, une voix que tout le monde peut écouter, peut respecter. Ouais. Parce que l'image de la personne, l'image que détiennent aujourd'hui les joueurs. Alors que quand Moins tu clivante. détiens une image, voilà, exactement. Yeah, Quand moins tu clivante. ressembles à un bad boy, forcément, les Ouais. gens n'ont pas forcément envie de t'écouter. Exactement. C'est Qu'à ça. l'intention d'appeal, en fait, parce que si la NBA était restée comme elle était, tu te dis, OK, it's a league of thugs ou whatever, où les gars, ils sont Ouais. juste, c'est qu'un cliché. Alors que là, avec le dress code, ça a donné un côté professionnel à la NBA. C'est Ouais. vraiment ça. On est des athlètes pros, on vient au travail, voilà. Et c'est marrant parce que regarde l'évolution maintenant. Regarde, maintenant, il n'y a plus de Mais dress c'est- code, là. Les ouais, gars, mais c'est pire. font Maintenant, du c'est pire. fashion, now. Maintenant, comme- c'est pire. T'as Westbrook qui show up avec un t-shirt déchiré, les gars show up shirtless. Mais c'est devenu, voilà, t'as les eyeballs sur toi. Ton produit, il est marketable. Et les gars, ils utilisent maintenant, t'imagines, les gars, ils utilisent des conférences de presse pour faire des fashion statements, quoi. C'est En ça. gros, Ouais. voilà, je veux sortir Ouais. tel vêtement, etc. Et pour moi, tout ça, ça part de cette décision de David Stern de se dire, il faut qu'on change un peu l'image du produit et qu'on le rende plus global, quoi, tu vois. Aujourd'hui, les gars, ils peuvent porter un suit s'ils veulent, mais s'ils veulent pas, c'est correct, tu vois, et c'est fair enough. Ouais. Tu vois. De toute façon, là où Stern est super smart, ou était super smart, c'est que même pour le truc avec Jordan, en fait, bannir quelque chose de ta ligue, c'est quand même lui donner de la publicité. C'est quand même donner à Nike de la publicité. C'est quand même, en fait, c'était pas un gars, tu vois, c'était Michael Jordan, tu vois. Donc, le fait d'avoir ça, et même le fait d'être l'opposé, en fait, de ce que le gars veut faire, en fait, tu ramènes quand même des yeux sur toi. Et Stern, il est très, très malin et pratique et pragmatique sur ça. C'est-à-dire que on va faire la ligue, on va faire le truc, il va payer. S'en fout, Nike peut payer pour Jordan, hein, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tout le monde va regarder. Tout le monde va regarder. Et ils avaient besoin de ça. Pour les audiences, ils avaient besoin de ça. On sait très bien, enfin, tu vois, il y a la NFL qui est genre, voilà, niveau stratosphérique et tout. Donc, tu vois, Stern l'a vraiment, enfin, je pensais qu'il fallait un petit peu parler de lui parce que, tu vois, il a quand même, le produit qu'on a là, tu vois, les autres ligues, enfin, les autres ligues qui chassent des gars sur YouTube parce qu'ils ont mis des highlights, la NBA, elle fait pas ça, tu vois. Allez, nous, on a notre produit, les gars, c'est marqué NBA partout. Ces joueurs-là, ils restent dans notre ligue NBA, tu vois. Donc, voilà, notre produit est marketable partout, tu vois. Et c'est pour dire, ouais, la NBA, c'est quand même un business. Oh, yeah. Tu vois, c'est un gros business. Bon, ben ouais, ben, comment on fait une transition comme ça, de Stern au boycott, on va dire à la grève, au protest, qu'on a eu là pendant les 24 heures. Donc, la question, c'est, est-ce que vous pensez que c'est assez, que c'est trop peu? Est-ce que les joueurs, en fait, peuvent faire évoluer les choses? Et surtout, est-ce qu'ils doivent avoir cette pression de devoir faire changer les choses? Donc, je vais commencer par Zaf. Si t'as 2 trucs à dire dessus ou plus, en fait. Bon, écoute. Vas-y. Moi, je trouve que mettre la pression sur les joueurs uniquement, c'est pas une solution. Premièrement, parce que le changement doit venir du peuple. Demain, si tu veux vraiment qu'il y ait un changement, il faut que la paralysie, on va dire, parce que là, le boycott de matchs NBA, bon, ça va affecter une certaine partie de l'industrie, une certaine partie de l'économie, mais ça va pas impacter le gars qui va à son travail le matin, ça va pas impacter les gens qui regardent pas les news ou qui s'en foutent de cette histoire. D'ailleurs, si tu regardes un peu les grèves en France, en fait, les seules grèves en fait dont tout le monde parle la plupart du temps, c'est grève SNCF. Pourquoi SNCF? Parce que ça touche tout le monde. Tu dois prendre le train pour aller au travail, il y a pas de train. Donc là, tu commences à regarder, pourquoi les cheminots ils sont en grève, et boum, et là ça avance. Là, la grève de la NBA, au final, bon,
ça va bloquer, ça va me bloquer moi parce que j'aime regarder le basket. Je peux pas regarder le basket. Voilà. Est-ce que ça va faire avancer une mentalité concernant le racisme, etc. Pas sûr. Maintenant, par contre, je pense que c'était un message très fort qui a été envoyé. C'est quelque chose d'assez historique qu'ils ont fait. Mais le problème, à mon sens, c'est que même eux, les joueurs, ils sont pas d'accord entre eux. Tu vois? Ouais. Alors, comment tu veux faire avancer une cause ou faire changer une mentalité quand même les joueurs au sein, encore, on parle d'une minorité, parce que les joueurs, c'est une minorité qui représente quand même une grande communauté, mais si eux-mêmes sont pas d'accord et ils vont à une réunion, et cette réunion, au final, elle dure 10 minutes parce qu'ils peuvent pas se mettre d'accord sur 2-3 sujets, comment tu veux que quelqu'un qui connaît pas, il y a des gens, ils connaissent pas du tout ce que c'est que la discrimination, il y a des gens, ils ont jamais été confrontés à ça. Ouais. Alors, il y a juste, mal à comprendre, tu vois. Il y a juste deux trucs sur lesquels tu as touché. Donc, quand les Bucks ont décidé de ne pas se présenter sur le terrain, ils n'ont pas fait part de ça au syndicat des joueurs. C'est pour ça, en fait. C'est une action qui est, c'est de la rébellion, en fait. Ouais. Et la rébellion, quand tu regardes de ce côté-là, mais tu sais aussi maintenant, enfin, je pense que c'est un peu clair pour tout le monde. En fait, ils ont parlé aux représentants de leur État et surtout enfin, on appelle ça Attorney General, tu vois, genre, c'est la personne qui, tu vois, les procès, la justice et tout. Ouais. Donc, ils ont essayé d'appeler, en fait, le gouverneur, c'est ça. Ouais. Voilà, tu vois. Et ils ont eu l'Attorney General, tu vois, qui est déjà super bien. Et c'est vraiment pour demander des actions claires et nettes. Mais mais après, oublie pas que les Bucks, c'est aussi l'équipe de l'État où s'est passé le shooting. Donc, et c'est pour aussi ça que c'était l'équipe. important. C'est pour ça que c'était et c'est important. aussi l'équipe qui avait le joueur qui s'est fait malmener par des policiers alors qu'il était dans les Bucks. Tu vois. Ouais. Et je voulais rebondir sur. Je voulais rebondir sur un truc que Zaf a dit. Souvent, quand il y a des protestations, etc., et c'est un truc qui revient souvent, c'est eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord entre eux. Je veux dire, donnez-moi une entreprise, donnez-moi un gouvernement, donnez-moi tout ce que vous voulez, où tout le monde est d'accord avec, tout le monde est d'accord avec eux, et tout le monde sait ce qui. Ça n'arrive pas en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout le monde a une idée et en fait, il faut prendre les idées de tout le monde et essayer d'avancer avec ça. Donc, ça c'est la première des choses pour moi. Et en fait, je pense qu'on mesure pas suffisamment l'impact que ces gars-là peuvent avoir. Ils ont bloqué la Major League Baseball, ils ont bloqué WNBA, NFL, les gars de NFL ont réagi et tout ça c'est parti des Bucks, tu vois. Ouais. Donc il faut que quelqu'un commence. Il faut que ça soit structuré d'une certaine manière, mais il faut que ça commence de quelque part. Et quand on dit ça n'a pas un impact sur le lambda, faudrait que je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais je veux dire par exemple, moi, je regardais un match, j'aime le foot, je regardais un match où Arsenal perd, je suis énervé toute la journée. Je regarde un match où ils ont gagné, ça change. Non, c'est vrai. Tu vois, surtout que aux States, les familles sont très sport. C'est-à-dire que, par exemple, Thanksgiving, tout le monde va se rejoindre à la maison pour regarder le match de NFL. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu arrives à ce qui leur sert d'entertainment, tu vois, tu arrives à bloquer ça, tu as quand même une sorte d'impact. T'as qu'à voir en fait les pro-Trump. Je ne regarde plus de NFL, je ne regarde plus. Tu vois, ça les pique en fait. Tu vois, ça leur fait quelque chose, même si ça va pas changer la mentalité du prochain policier qui va tirer sur un black, mais sur le public, ça change quelque chose. Mais vu que c'est postpone, c'est-à-dire que immédiatement après qu'il y a eu cette action, ils ont dit c'est postpone. Donc au final, tu dis ok cool, bon bah y a pas d'NBA ce soir, je vais regarder Koh-Lanta et puis je regarderai de toute façon le match va être dans 2 jours, donc. Alors là c'est la réponse de la Ligue. Il y a des actions, il y a des choses qui vont ressortir de ça. Je sais pas si tu as suivi, parce qu'au début, je pense que les mecs, tu sais pas exactement ce que tu dois faire, mais tu sais que tu dois faire quelque chose. Et les Bucks, c'est ça, ils ont unilatéralement décidé de faire un boycott. Ils avaient peut-être pas mesuré. Tu sais, ils avaient pas de plan. Let's be honest. Eux-mêmes vont te le reconnaître, mais il fallait faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose c'était un statement très fort. Ça a permis de lancer la conversation, voilà, un peu partout. Moi, je vois dans mon marché à Montréal, ici, c'est une ville où c'est le hockey qui est le sport. Et comme disait Calonne tantôt, le fait qu'il bloque, par exemple, que la NBA fait en sorte qu'il bloque d'autres ligues et que du coup, ça affecte la NHL, ça va faire qu'à Montréal, les gars qui
top du hockey, à ce moment-là, ils sont obligés d'avoir un segment où c'est comme, oh, il n'y a pas de match aujourd'hui, ou il n'y a pas de série de playoff parce que voilà, ça vient. Et you have to start the conversation, right? Donc, c'est ça. Après, on a vu ce que les gars, ils ont demandé. Ils ont demandé, par exemple, que toutes les arénas, là, ils vont reprendre, mais ils vont reprendre sous certaines conditions. Tu vois, Barack Obama a chime in. C'est bien que des gars comme LeBron James, justement, reach out à quelqu'un d'expérimenté pour apporter son knowledge. Et le fait que toutes les salles de NBA vont être converties du coup en polling arenas. This is big, man. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, man. C'est vrai. You have to start somewhere, right? C'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais. Tatane? Je suis un peu partagé. Je suis d'accord en grande partie avec Zaf. Parce que, en gros, on va caricaturer le truc. Pour moi, ça donne une impression de caprice. En fait, les mecs, ils ont fait leur caca nerveux et après, the show must go on. Ça reprend et ça continue. Maintenant, en creusant, après, c'est un peu peut-être à notre culture, enfin, la culture du buzz et de donner des infos au compte-gouttes dès qu'elle sort, même si on n'a que un tiers de l'info, on balance. Maintenant, on s'en rend compte effectivement avec les stats qui vont servir de bureau de vote, etc., qu'il y a des trucs qui ont été demandés. Ben ouais, il y a des trucs. Mais sur le moment, tu dis, bon, ben, ouais, les gars, ils veulent pas jouer, mais ils jouent demain. Ben, vas-y, c'est pas grave, en fait. C'est clair. Et nous, on s'y intéresse. On va creuser le truc. Donc, effectivement, on sait ce que ça a donné. Le mec lambda, il va peut-être juste se dire, bon, les gars, ils ont pas joué, mais ça reprend demain. Et j'ai entendu pas mal de gars, même sur les réseaux, tout ça, dire que ouais, fallait présenter des excuses à Kyrie, parce que Kyrie l'avait dit depuis le début qu'il fallait pas reprendre la saison, tout ça. Mais en fait, c'est la même logique. Pour moi, que tu reprennes ou que tu reprennes pas, tu fais un choix. Il y a rien les mecs, ils ont choisi de reprendre avec des conditions. Ils ont choisi de prendre, ils marchent qu'avec des t-shirts, à l'effigie de ce qu'ils veulent. Sur leur maillot, il y a des messages en créole, en anglais, tout ce que, en espagnol, ce que tu veux. Les mecs, ils continuent de ce qu'ils peuvent faire en mettant un message véritable dans ce qu'ils font, alors que d'habitude, les mecs, ben, c'est juste jouer au basket, donner du plaisir aux gens, etc. Mais Tatane, tu vois pas l'importance de... Non, Par exemple, je néglige pas l'importance, mais le problème, c'est que s'arrêter aussi vite, pour moi, ça va toucher en fait que les mecs comme nous qui suivons le truc. C'est-à-dire que le gars, comme on disait tout à l'heure, le mec qui s'intéresse pas au sport, ou alors il va juste se dire tiens, il se passe quelque chose, mais on va te dire ben demain ça reprend. On va dire oh, bah c'était pas grave alors ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas comprendre le stade, il va pas accorder l'importance de ouf, ou il va pas creuser parce qu'il aura peut-être même pas le temps de creuser. Et pour te dire, j'ai des potes qui ont partagé les trucs sur les réseaux en mode la NBA fait la grève et tout. J'ai dit mais les gars, ils ont déjà voté la reprise. Donc les mecs, ils avaient même pas encore eu l'info que c'était déjà reparti, tu vois. Mais regarde, ça dessert un petit peu le message de fond. Mais Tatane, regarde, justement quand tu parlais de Kyrie tout à l'heure, mais si on avait écouté Kyrie, on n'aurait pas repris. Si on n'avait pas repris, on n'aurait pas eu ce sujet-là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc il n'y aurait pas eu de boycott. Donc c'est ça en fait. C'est les gars, c'est qu'en jouant, ils font passer des messages. Oui, non, mais c'est ça. Donc peut-être en continuant à jouer, ils ont d'autres messages qu'ils vont faire passer, alors que s'ils restent chez eux, ils font plus passer de messages. Oui, mais c'est pour ça que je dis que au pire, ils auraient même dû faire une semaine. Tu vois, c'est juste le temps de toucher véritablement le plus de monde possible, tu vois. Parce que on est lundi, frère, tu dis aux gens, bon les gars, on fait grève, on boycotte. Mardi à midi, non mais c'est bon les frérots, on a fini. Ouais, et l'information est pas la même, tu vois, genre. Et les gens, nous on est dedans. Moi je suis H24 sur mon téléphone. Il y a un tweet, enfin non, j'ai pas Twitter. Il y a un truc Instagram, machin qui tombe, boum, j'ai déjà partagé, tu vois. Mais qui est pas dedans, qui suit les infos TF1 ou des trucs comme ça. Le gars il va te dire ouais, ben il y a une grève d'une journée. Et c'est pour te dire tellement les médias, ils ont perdu le fil. J'ai vu des articles qui disaient que l'athlète, la tenniswoman, Naomi Osaka. Ouais, merci pour le nom. Les mecs, ils ont déformé le truc en disant que c'est elle qui avait lancé
le boycott et que la NBA suivait. En fait, d'un moment, Chaud. les gars, ils se rendent même plus compte de ce qui est vrai ou pas parce que l'info, elle est partie tellement vite que, et ça, encore une fois, c'est la culture du buzz, de donner l'info avant tout le monde, sans être sûr de ce que ça donne derrière. Parce que les gars, ils auraient fait un truc plus long, on aurait eu plus de temps pour creuser, ils auraient annoncé leurs revendications, on aurait aussi vu peut-être qu'ils ont demandé peut-être plus de choses avec des vraies revendications, parce que même nous, on l'a dit sur le groupe, on a dit, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Pourquoi ils reprennent tout de suite? Est-ce qu'ils ont eu des vraies demandes? Est-ce que c'est pas juste, finalement, est-ce que c'est pas l'argent qui a guidé leur truc? Parce que, effectivement, t'as des gars au tout début, quand Kyrie l'a dit, faut pas reprendre, t'as des mecs, ils ont dit, ouais, mais nous, avec l'argent qu'on gagne, on peut faire des choses. Ouais, puis t'as aussi des gens qui ont dit que s'ils reprenaient pas, eux n'ont pas l'argent qu'ont les grands joueurs comme Kyrie ou KD ou autres. Et je pense aussi que la reprise, ils l'ont repris assez vite. C'est aussi lié aux sponsors, c'est aussi lié à la ligue, c'est aussi lié à plein de stakeholders, tu vois, qui vont dire, écoute mec, la grève, c'est bon maintenant. Si tu reprends pas demain, tu vas perdre ça sur ton contrat, tu vas perdre ça sur ton sponsoring, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est les négociations. C'est pour ça l'importance des grands joueurs aussi, parce qu'un LeBron, par exemple, va jamais perdre son contrat avec Nike, même s'il dit, moi, je finis pas la saison. Bon, c'est ce genre de gars qui... À part s'il se retrouve dans le Colorado, où tu vois, genre, avec une femme qui le pourchasse avec des clubs de golf sur sa voiture, tu vois. Après, les sponsors, par exemple, je prends Nike avec Kaepernick, ils ont joué le jeu, en fait, pour la plupart. Ah ouais? Donc, peut-être qu'il y en a, je prends l'exemple de Nike, peut-être qui suivent le mouvement, tu vois. Mais combien de temps? Ils ont joué le jeu combien de temps après avoir vu la popularité de très longtemps. C'est ça, on en business. Donc, quelque part, c'était pas dès le début. Mais il y a un autre truc aussi, moi, qui m'a interpellé, c'est que quand tu vas sur Twitter, par exemple, ou même Instagram, et que tu regardes n'importe quel post, par exemple, sur la NBA qui a boycotté ou autre, et que tu vas dans les commentaires. Donc, il parle de Jacob Blake. Les commentaires. Bon, j'y suis quand même allé, mais tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de fake news, c'est-à-dire que, par exemple, sur un sujet NBA, tu vas avoir des gens qui vont commenter, oui, mais ils sont en train de boycotter pour un violeur ou pour un gars qui a un mandat d'arrêt, etc., etc. Mais au final, je pense que un des rôles que les joueurs devraient avoir aujourd'hui, c'est aussi de clarifier certaines fake news. Donc, par exemple, le mandat d'arrêt contre Jacob Blake, d'après moi, ce que j'ai vu, ça n'existe pas, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, un joueur, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je trouve que là, ça dépasse le cadre du sportif, là. Mais ils ont dépassé leur cadre. Ouais, mais ils peuvent le dire. Dans tous les, exactement. Ils ont déjà dépassé leur cadre. Parce qu'ils parlent de sujets qui sont politiques, de sujets engagés. Donc, c'est soit tu t'engages ou tu t'engages pas, en fait. Oui, mais il y a des trucs, tu vois, je veux dire, en gros, dans ta société, t'as l'avocat, t'as le juriste, t'as le mec spécialisé, t'as le livreur, t'as le président, etc., tu vois. Que les mecs à ce moment-là, je pense que c'est des avocats ou des mecs qui sont dans ça, qui doivent se lever. T'as des gars qui sont connus, moi, je vois pas LeBron venir dire, non, le gars, il avait pas de mandat d'arrêt. Ouais. Frérot, LeBron, s'il a entendu ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire, tu vois, le gars, il a pas les faits. Il y a plein de trucs techniques. Quand tu vois l'importance que LeBron James a, par exemple, pour le Parti démocrate. Genre, aujourd'hui, ils disent que, aujourd'hui, LeBron James, l'impact qu'il a sur les voteurs et sur le Parti démocrate est hyper important. Donc, quelque part, un gars qui peut influencer le résultat présidentiel aux États-Unis, et ben, s'il sent que il doit apporter certains faits dans ses interviews ou autres, alors je suis d'accord que la justice, normalement, les médias devraient faire ça. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais vu que les médias le font pas. C'est ça, voilà. Les médias le font pas, et tu veux faire changer les trucs. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent derrière en disant, ouais, il a été tiré, on lui a tiré dessus parce qu'il avait un mandat d'arrêt. Bah non, tu enlèves tout de suite cette option. Il n'avait pas de mandat d'arrêt. Après, l'autre gars, il va venir avec autre chose. Il va dire, oui, mais il résistait. Il n'a pas écouté la police. Et ainsi de suite. En fait, tu peux pas. Une fois que tu enlèves toutes les excuses,
ben, il reste que le racisme comme excuse. Mais c'est trop. Et c'est là que tu peux commencer à travailler sur les choses. Mais le truc, c'est que tu peux pas demander vraiment à des joueurs de faire ce travail-là, même Non, si c'est c'est un clair. travail de différentes personnes, de juristes et tout ça, Ouais, d'accord. parce que le vrai travail à faire, c'est le sens critique, en fait. C'est juste ça. Tu as une information, eh ben, tu vois, genre, on a passé combien de temps quand l'hélicoptère de Kobe s'est crashé? On a passé combien de temps à dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allons, Ouais, c'est pas elle est vrai, les dedans, gars. elle est pas dedans. Tu vois, regarde. En fait, c'est un sens critique. Et je comprends le truc des commentaires où t'as toujours des gens qui vont chercher des excuses. C'est comme ça. Tout le monde, on cherche des excuses. Il y a quelqu'un que tu aimes, qui a fait quelque chose de mal. Tu vas toujours chercher des excuses. Ouais, tu vois. Demander à un joueur, de passer, en fait, son temps à répondre à des commentaires qui sont sûrement faits par des bots, même pas par des vraies personnes. Tu vois, on va pas, franchement, c'est pas leur, c'est même pas leur responsabilité. En tant qu'être humain, c'est pas leur responsabilité et c'est pas que leur responsabilité. Donc, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, et c'est la responsabilité de tout le monde. Et surtout d'avoir l'honnêteté, même si tu as des convictions qui sont à droite ou à gauche, c'est l'honnêteté de conscience de dire, ben, même si je sais que ça va me servir, c'est pas bien. Et je veux même pas rentrer dans la morale, tu vois, mais c'est quand même, tu vois, et sur le fait des 24 heures, ils sont quand même, chez les Orlando Magic, qui est, comment dire ça, qui est owned par une famille dont la fille, je crois, est secrétaire nationale de l'éducation pour Trump. Donc, tu vois, c'est dur. C'est dur. Il y a plein de trucs où tu peux stopper. C'est-à-dire, je vois pas trop le rapport. Ben, en fait, t'as des conflits d'intérêts, en fait. Déjà, dans la bulle. Tu vois, dans la bulle, t'as un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que tu prends tous les proprios, des proprios qui ont demandé de l'argent à Trump, des proprios, et les proprios qui sont des Trump voters, là. Si c'était des Trump voters. Je pense que Dolan, si c'était pas Trump, you know what I mean? avant t'avais républicain, démocrate, blabla. Je pense que Trump est un peu au milieu ou à gauche ou à droite, tu vois. Donc, son agenda est différent. Son agenda est très différent des agendas républicains, même si on peut dire que les agendas républicains ont permis à Trump d'exister. C'est quand même différent. Avant, c'était money, let me make my money, je veux pas être taxé, le gun, nanana. Ouais. Tu vois, t'as des trucs comme ça où, ben, t'es un joueur des Magic. C'est quand même la personne qui paye. C'est quand même la personne qui va réguler, qui va voter les lois. Et tu peux pas avoir de trucs qui passent en NBA parce que c'est un truc privé si t'as pas tout le monde qui vote pour. Exactly. Tu vois. Et c'est pour ça que, comment ça s'appelle, notre ami des Dallas voulait pas que Sterling soit poussé. Cuban? Ouais, Cuban. Il voulait pas que Sterling soit dégagé comme ça par la NBA. Parce qu'il se dit, mais si ça arrive à lui, ça va m'arriver. Ils peuvent dégager n'importe qui. Donc, que ces gens-là fassent leur travail, c'est à eux de faire le travail. C'est à Cuban, c'est à Dolan, c'est à plein de gens comme ça, à Masai Ujiri, mais lui, je pense que tout le monde va admettre qu'il fait un travail, tu vois. C'est clair. C'est à eux de faire ça. Les joueurs, ils sont déjà là. Il a même subi aussi, hein. C'est dingue, hein. Moi, ça me fait même penser un peu à, là, on a pas mal parlé de l'intervention de MJ. Et, je sais pas, je trouve c'est bizarre, en fait, parce que il a un double fauteuil qui le met dans une situation pas claire. Le mec, on peut dire ce qu'il veut, c'est un businessman, c'est un propriétaire. Ouais. Donc le gars, il a pas intérêt à ce que la ligue elle s'arrête, en fait. Mais personne, les joueurs non plus, en fait. Personne. Ouais, bien sûr, mais le propriétaire, lui, c'est le patron. Donc surtout quand tu sais, même si lui son équipe elle joue plus, tu sais que ça peut déboucher sur un lockout l'année prochaine. Le mec, c'est lui, il va perdre plus que les joueurs. Ouais, et il est obligé de rester dans la dynamique et il peut pas se mettre non plus en mode il y a combien d'équipes, il y a 28 équipes, 30. Il peut pas dire ben les gars Foxzot, moi je suis tout seul devant tout le monde, le seul proprio, déjà je suis le seul proprio noir, mais en plus je vous dis ben je m'en fous de ce que vous pensez et de nos intérêts à nous de propriétaires. Non, mais justement, et c'est là que t'attends que c'est justement une négociation. C'est comme, les gars, ils arrêtent parce qu'ils veulent faire passer un message. Tout le monde vient à la table de discussion, que ce soit syndicat des joueurs et tout ça. Parce que pareil, Calum disait un truc tantôt, c'est que tout le monde peut pas être d'accord, mais t'as un syndicat. Et le syndicat, c'est ta voix, ok? Donc la voix, c'est ça. C'est la même chose pour la bubble. C'est comme, guys,
vous pouvez ne pas venir si vous voulez, mais on doit retourner parce que c'est ça notre voie et let's do it. Et on essaie de faire ça. On retourne si, OK, on va mettre on veut avoir le droit de kneel. On veut avoir le droit de mettre un t-shirt. On veut avoir le droit de faire un statement. Tout, c'est une question de compromis. Eux, c'était ça à la base. C'est on retourne si on peut faire ça. Si on peut utiliser la plateforme. Sauf que là, on utilise la plateforme, on se rend compte que, come on, man, there's a shooting. What's going on? On fait quoi? Là, on fait encore on met encore le pied à terre pour dire, non, what's going on? Et on revient à la table de négociation. C'est comme, guys, tout le monde sait, que ce soit joueur, owner et tout ça, tout le monde sait qu'on peut pas, we cannot cancel the NBA. Everybody's going to lose. Sauf que nous, on veut pas juste jouer pour jouer. Maintenant, on demande plus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé plus et ils ont trouvé, voilà, un terrain d'entente et ils reprennent. That's it. Mais donc, aller vite, là, tu vois. Mais attention, regarde. Un truc intéressant que Tatane a dit et qu'on retrouve aussi dans ce que tu dis, c'est que les joueurs, quand il s'agit de leurs intérêts financiers, ils partent en lockout. Pas une journée, ils font un lockout de combien de temps quand il s'agit de leur salaire et de la négociation de leur argent. Tu vois? Donc quelque part, quand tu compares avec une journée, on dit vas-y on bloque parce que on veut faire passer un message important. Et de l'autre côté, ils font un lockout de 50 matchs, 40 matchs parce que ils sont pas contents du salaire qu'on leur paye. Où est le juste milieu? Mais là, c'est un contexte particulier parce que tu es déjà dans un contexte de pandémie où il y avait déjà eu un arrêt de la NBA. La NBA, elle fit le bill. Ça coûte 150 millions de dollars à la NBA, la bubble. Là, ils font pas d'argent sur ça. Là, c'est vraiment juste essayer de préserver le jeu et s'assurer qu'on puisse avoir une saison prochaine. Donc là encore, mais justement, ils ont le comment on dit TV rights. Le leverage. De quoi? Ouais, ils ont le leverage. Ils ont pas le leverage. Pas vraiment, en fait. Tu vois, c'est ça qui est délicat un peu, tu vois. C'est que dans cette situation-là, mais dans cette situation, tout le monde est perdant. Voilà. C'est tout. C'est un lose-lose. On est d'accord. C'est un lose-lose. Donc, oui, mais là, sauf que là, t'as des mecs qui se lèvent et qui disent justement, quand tu dis tu fais boycott, c'est limite, t'es en train de dire, et c'est pour ça que je pense que les gens, ils ont fait le parallèle avec Kyrie, qu'ils ont dit, les mecs, ils sont enfin prêts à se dire, tant pis, on perd ce qu'on a à perdre pour cette année, on verra après, en fait. Et quand tu vois que finalement, en 24 heures, ils font marche arrière, même s'ils ont obtenu, on a su après qu'ils ont obtenu des trucs, tu te dis, mais les gars, c'est un peu juste, en fait, votre délire. Toute révolution, selon moi, il vient avec des sacrifices. C'est ça. Tu dois vouloir perdre quelque chose, tu dois vouloir laisser passer quelque chose et te dire, bon, ok, je fais ce sacrifice-là sur, je sais pas, 6 mois, s'il le faut, mais je sais qu'au final, en fait, je vais gagner beaucoup plus que ça. Et c'est ça, en fait, c'est gagner le respect, en fait, des institutions, etc. Et il faut vouloir perdre. C'est pour ça que cette notion de temps très court, elle dessert un peu la cause, en fait. Exactement. Parce que pour moi, il n'y a pas de sacrifice, en fait. Moi, je regarde pas tous les matchs. Les matchs, ils sont à 3 heures du mat. Je peux rester une semaine, je regarde que les highlights. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas eu de match pendant 2 jours, c'est pas grave, en fait. C'est comme si c'était week-end de Noël ou je sais pas. Alors, pour finir, sur le point du boycott, je pense que un truc dont on n'a pas parlé, sur les jeux de pouvoir, c'est que là, ça vient pas du syndicat de la NBA. Ça vient d'une équipe. C'est-à-dire que là, il y a pas de genre, on va parler à notre syndicat et on va être contre les patrons. Là, c'est une équipe qui a dit, nous, on veut pas jouer. Nous, on est prêt à perdre le match, là, parce que c'est bon, on mène 3-1, là. On est prêt à perdre le match. Donc, c'est déjà un gros sacrifice. C'est-à-dire que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux pour eux. Ça aurait été mieux pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que, genre, Orlando est arrivé, ils ont dit, non, on n'accepte pas le forfait. Tu vois, fuck that. On peut pas jouer. Et après, c'était quoi l'affiche après? T'avais OKC Houston. Puis Chris Paul, c'est le VP des, qu'est-ce que tu vas? Ils sont obligés de suivre. Donc, est-ce que vraiment la NBA aurait donné match forfait? Je pense qu'ils auraient, s'ils appliquent le rulebook qu'ils ont, c'était un forfait. Ouais, mais d'ailleurs, ils ont même fait défiler le chrono. Quelque part. Le fait qu'ils fassent défiler le chrono, ça montre qu'ils ont suivi le contexte. Moi, je me demande si même après coup, ils auraient vraiment donné un forfait à l'équipe. Il aurait fait. Je pense qu'il y a si les Magic s'étaient venus sur le terrain et disent nous on est prêts pour jouer, ils auraient donné un forfait. Il aurait fait. Je pense qu'on aurait eu des discussions après. Est-ce qu'ils auraient dû le faire, blablabla, mais je pense qu'ils l'auraient fait. C'est clair. Je pense qu'ils l'auraient fait, mais je pense que je pense que, comme tu dis, vu le contexte, aucun des joueurs du Magic est en mode,
Ouais, allez, on va prendre cette Bien sûr. victoire là. T'imagines, Ouais, ouais. t'imagines, tu parles de Ils ont pas LeBron. envie. T'as combien de astérix à côté du titre de LeBron? Un tel est tombé malade, un tel a donné un Ouais. coup de pied, un tel a blablabla. Tu vois, imagine ça, une victoire comme ça. You Tu don't vois, want it. You're competitive, you don't want c'est it. mort, Yeah. c'est pas gagnant-gagnant. Donc les gars, juste pour faire une transition sur les matchs là, parce que Moi, je vais devoir vous quitter parce que mon truc, c'est de décharge, j'ai 4%. il y a pas de souci, il y a pas de souci. Non, il y mais a en pas de plus, souci. c'est tout ce qui est iPad, tout ça, tu vois, tu branches les écouteurs là où tu branches le truc. Ça, c'est nul. Ça. Calonne, c'est quoi la vraie raison? C'est parce que C'est quoi la vraie Arsenal- raison? C'est Calonne. Non, regarde. J'étais sûr que quelqu'un allait dire ça, tu vois. Non, c'est pas la vraie raison, c'est pas la vraie raison. Vas-y, mais donne-nous ton mais pronostic dis-moi, rapide. Calonne, tu vas à la soirée, Calonne? J'ai fait un lien, c'est important. Non, c'est pas pour ça non plus, c'est pas pour ça non plus, sérieusement. Mais pourquoi j'ai pas de J'ai vidéo, frère? C'est quoi le délire? J'ai 4%. J'ai retiré ta vidéo où tu es en train de faire des... Le gars, il arrive dans le live des gens, il crie comme ça, là. Je te jure. C'est quoi le problème, frère? Incroyable. Je te donne mon prono. Je te donne mon prono. Vas-y, Et Calonne. après, de toute façon, t'as Ouais, non, en fait, je veux surtout ton prono pour c'est qui le MVP? le MVP. Pour moi, c'est Giannis. Pour moi, c'est Giannis. Surtout parce que par rapport à ce qu'il fait, quoi, le gamin, c'est un gamin. Hein. Il est en train de retourner la NBA avec une équipe. Très sincèrement, les gars, hein, quand on regarde l'équipe sur le papier, c'est loin d'être l'équipe la plus forte. C'est que des mecs, c'est que des role-players en fait au dos de lui, que des role-players, et le gars, enfin, il plante 30 points, 20 rebonds par match, c'est juste énorme ce qu'il fait. Le tout en 30 minutes, quoi, tu vois. C'est... Ouais, tu vois le tout en 30 minutes, tout en 30 minutes, tu vois. Donc, Ouais. et il y a personne qui joue, qui a le style de Giannis, quoi. Lui pareil, c'est un extraterrestre, quoi. Force of nature. Donc pour moi, MVP Giannis. Ok, et le titre, tu le donnes à qui? Allez. Lesquels? Lakers, les gars, Lakers. C'est leur année, hein. C'est leur année. C'est l'année où jamais, je pense que les autres équipes, l'année prochaine vont se renforcer. Il n'y a pas encore la cohésion chez les Clippers. C'est l'année pour les prendre. L'année prochaine, ils seront beaucoup plus forts. Les Suns, ils vont monter une équipe de fous. Donc, il y a trop de trucs là. Faut qu'ils le prennent, quoi. Mais surtout que avoir LeBron, tu vois, ça fait avoir LeBron, ouais. tu as pas besoin de cohésion. Hein. C'est un joueur Ouais, tellement, c'est vrai, déjà. enfin, c'est un joueur tellement fort que, en fait, tu as Est-ce que pas c'est besoin. toujours enregistré? Oui, C'est toujours enregistré, t'inquiète. Non, tu vois, Ah, moi, oui, je dis ça parce que j'ai dit LeBron. Ok. T'inquiète. C'est Non, mon juste une équipe. question. Pourquoi tu ne mettrais pas LeBron? Juste pour info. Pourquoi pas LeBron? Parce que déjà il a eu de meilleures saisons que cette saison-là. Hein. C'est pas sa meilleure saison. C'est pas sa meilleure saison. Les Lakers font une super saison où ils finissent premier de leur conférence. Ils ont failli finir premier de toute la NBA. Ben ils se sont ratés dans la bulle. T'as l'apport de AD aussi, qui est très important aux Lakers. En fait, tu retires AD, c'est pas la même équipe. Et je veux dire que Giannis, lui, il a pas de AD, quoi. Faut pas chercher plus loin. Middleton, bro, là, mais Non, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu vois, c'est pas comparable. Tu vois, Tu vas me dire Bledsoe après? Ah, mais- Bledsoe. The Big Three. Big Free. Sorry. C'est le Big One plus 2, quoi. Ah, ouais, c'est tout. Voilà, tu vois, donc, Yeah, Ok. bon, tu vas filer, vas-y, mec, y a pas de souci, de toute façon. non, yes, ben merci les gars. Ben, Merci, moi, Calonne. j'attends avec impatience le prochain, quoi, parce que c'est super intéressant. Ok. Nice. Bonne soirée, Calonne. Ah, Yes, ouais. bonne Charge soirée à ton vous, iPad les la gars. prochaine fois. Oui, je vais charger. Tu vas bien? T'inquiète. Tu vas bien, Calonne. Yes, vas-y.